Bienvenue au Gap Chat, le podcast sur les agressions à caractère sexuel. Sans tabou. Donc, aujourd'hui, on va parler de la violence sexuelle, des agressions à caractère sexuel. On va parler des différentes formes. On parle aussi des conséquences. On parle de quoi d'autre? Des attitudes, des attitudes aidantes. Pour les victimes. On vous introduit aussi, on est qui? Fait que Oui, on se présente, hein? le Gap, le Calax, et ben nous. Qui sommes-nous? Oui, exact. Donc, vous allez apprendre toutes ces belles choses-là si vous écoutez l'épisode. Donc, Profitez de cet épisode. Bonne Bon écoute. visionnement. Bonne écoute. Rosalie, c'est quoi le Gap? Sensibiliser les autres élèves de l'école sur la problématique des agressions à caractère sexuel. Chaque année, ce groupe fait un projet annuel qui vise à sensibiliser la grande audience de l'école. Et cette année, notre projet, c'est un balado. Ce balado. Comme on peut le voir. Ouais. Comme on peut entendre, en fait. Balado, comme vous pouvez le constater, qui a comme but de parler aux jeunes des agressions à caractère sexuel, mais d'une manière plus banalisée. Ce balado s'appelle GapChat. Ouais. Et le GAP fait partie du Calax. Brandéline, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le Calax? Oui. Donc, le Calax à Châteauguay, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, on est un organisme qui vient en aide aux filles et aux femmes, donc les filles de 12 ans et plus, et aux femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel. On a plusieurs services, donc on offre des services d'aide, des services de sensibilisation, services de lutte. Donc, on a en fait différents volets. C'est plus ce que je voulais dire. Dans le volet aide, on offre des services d'aide donc aux filles et aux femmes qui ont vécu des agressions, qui veulent recevoir des services par des intervenantes. Donc, les services sont soit l'accueil téléphonique, on offre aussi des rencontres individuelles, on fait des rencontres de groupe pour les femmes de 18 ans et plus. Sinon, on peut aussi accompagner les femmes, les filles qui souhaitent porter plainte contre leur agresseur dans leur processus judiciaire. On peut aussi faire l'accompagnement médical, donc pour la trousse médico-légale. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la trousse médico-légale? C'est une trousse qu'on peut faire à l'hôpital après avoir vécu une agression sexuelle, donc 5 jours après. Puis on peut accompagner les filles qui désirent faire cette trousse-là, donc pour avoir les preuves de l'agression. Puis sinon, on fait aussi du soutien à l'entourage, donc l'entourage des personnes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel pour les aider à mieux comprendre, à mieux aider la personne qui a vécu une agression. Fait qu'on est vraiment un organisme qui fait beaucoup de prévention, beaucoup aussi de défense de droits des victimes d'agressions à caractère sexuel, mais aussi, donc, on a des services d'aide, mais aussi, on s'occupe du GAP. Donc, c'est nous qui travaillons pour qu'il y ait le GAP. Donc, c'est moi qui vous accompagne dans ce projet-là, dans le fond. Oui, c'est toi notre intervenante cette année. Oui. Et j'avais comme question, est-ce que le Calax se trouve dans plusieurs autres villes à travers le Québec ou c'est juste le Calax Châteauguay? Oui, donc il y a le Calax à Châteauguay, mais il y a beaucoup d'autres Calax. Donc, il y a le regroupement québécois des Calax qui regroupe tous les Québec, tous les Calax du Québec. Donc, il y en a plusieurs. Tu sais, là, on parle de celui de Châteauguay, mais proche de Châteauguay, il y a le Calax de Valleyfield, donc la Vigie. Il y a le Calax Longueuil, Calax Les Rivières qui se situe à Grande-Bay, donc il y a un Calax Montréal aussi. Je connais pas exactement tous les noms, mais il y a différents Calax, donc pour toutes les régions là, du Québec. Et par exemple, si on a besoin d'aide, comment est-ce qu'on fait pour contacter le Calax? Oui, dans le fond, c'est de trouver un Calax qui dessert le territoire. Donc, Châteauguay, on a quand même un assez grand territoire, là. Puis, c'est d'appeler tout simplement au Calax dans les heures d'ouverture, évidemment. Puis, une intervenante va pouvoir prendre la demande d'aide. Donc, il faut appeler de soi-même si on a vécu une agression ou avec une personne qui nous accompagne. Et l'intervenante peut procéder à la demande d'aide. Puis ensuite de ça, il peut y avoir service, là, après une petite attente. Ouais. C'est bien de savoir qu'il existe plusieurs. C'est bien de savoir qu'il existe plusieurs ressources pour les femmes comme ça à travers le Québec. Ouais, c'est super important. Puis je pense qu'on est super contents du travail qu'on fait aussi. Là. Je pense que c'est un travail qui a lieu d'être. Là. Ouais. Tout à fait. On est-tu le seul Gap? Genre, y a-tu d'autres Gap dans notre école? Ou Dans votre école, non? Pas dans l'école. Non, je parle genre dans d'autres écoles. Je le sais pas. Ah bon? Écoute. Je le sais pas. Je pense qu'il y a juste le Calax Châteauguay qui a fait le groupe Action Prévention. En passant, cette année, c'est la 21e année qu'il y a un projet. Ouh. Ouais, du groupe Action Prévention. Ouais. On est passé
nous trois, on a été dans le 20e. Oui. Oui. Et c'était notre première expérience et maintenant, on est content de revenir pour faire un beaucoup plus gros projet. Moi, je m'appelle Cherie. Je suis une élève en secondaire 3 à l'école LPP. Et comme j'ai dit, c'est ma deuxième année au GAP. Je suis vraiment contente de faire partie de ce projet. Surtout que c'est comme quelque chose de nouveau et genre, c'est pas comme si on faisait un balado à tous les jours, là. Alors, je suis contente de faire ça, mais aussi de faire quelque chose de nouveau pour montrer aux gens une nouvelle manière, genre, pour les renseigner sur les agressions à caractère sexuel et des choses comme ça. Ok, mais moi je m'appelle Rosalie, je suis élève à l'école Louis-Philippe Paré comme Shireen et c'est aussi ma deuxième année dans le GAP, le groupe Action Prévention qui se fait à l'école. J'ai vraiment voulu refaire ce travail. J'ai commencé par le faire parce que j'avais un engagement communautaire à faire. Et j'ai voulu refaire une année de suite parce que j'ai beaucoup aimé faire le projet annuel de l'année passée. C'était de faire un signet pour enseigner les personnes de l'école sur la problématique des agressions à caractère sexuel envers les femmes de diversité, que ce soit de genre, de race et tout. Et donc, le fait de pouvoir militer sur une aussi grande audience dans mon école m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de revenir cette année. Et je suis vraiment fière de pouvoir faire un aussi gros projet tel qu'un balado. Cette année, je suis revenue encore au GAP parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience l'année passée et sensibiliser les jeunes, pas juste de mon école, mais aussi d'autres écoles, en allant faire une activité appelée Serpent Échelle pour les renseigner et les sensibiliser, comme j'ai dit. C'est ça. Oui. Donc, on en comprend que vous êtes trois adolescentes qui ont vraiment la prévention des agressions à caractère sexuel sur le cœur. Oui, Ouais. tout à fait. C'est important pour vous. Toujours, oui. Ça veut dire quoi pour vous, la prévention des agressions à caractère sexuel? Ben, pour moi, personnellement, ça veut dire renseigner les personnes, que ce soit les victimes, à comment pouvoir se sortir de la situation psychologique et physique qu'ils peuvent vivre, ainsi aussi de renseigner les proches des victimes, parce que ça arrive beaucoup que, genre, une personne se fasse... il arrive beaucoup qu'une personne subisse une agression à caractère sexuel, mais que son entourage n'ait pas les moyens nécessaires pour l'aider, que ce soit pas nécessairement financier, mais aussi les attitudes aidantes et tout. Donc, le fait de savoir qu'on peut propager la bonne attitude à avoir envers une personne qui vient de subir une agression, ça fait plaisir de savoir que non seulement on aide la personne qui va aider, et aussi on aide la personne qui a besoin d'aide. Oui. Pour moi, la prévention, c'est en parler. C'est surtout ça, parce que si on n'en parle pas, le monde ne pourra pas avoir les informations qu'on a besoin, soit pour savoir pourquoi on fait pas ça, parce que c'est sûr que on sait tous pourquoi on fait pas ça, mais ça arrive encore, malheureusement. Alors, en parler va montrer aux futures générations que nos actions ont des conséquences et c'est une chose atroce à faire et leur faire comprendre pourquoi c'est atroce et genre tout le processus légal, mais aussi comme tout ce qui se passe dans la vie de la victime et non seulement la victime, mais genre les personnes qui sont attachées à la victime. Fait un peu comme ce que Rosalie a dit, c'est vraiment genre faire passer le message que genre juste donner d'informations, parce que on dirait que quand le monde le savent, c'est un peu dur à ignorer. Et genre, dès que t'es au courant, tu peux pas vraiment oublier ça, là. Ouais. Fait que la prévention, pour moi, c'est surtout partager de l'information pour que le monde soit au courant. Oui. Pour moi, la prévention, c'est casser les mythes et préjugés et aussi rendre le sujet moins tabou. Oui, super important. Je pense que c'est un sujet qu'on doit parler beaucoup pour que les gens soient plus au courant puis que ça soit plus un sujet tabou, parce que c'est une problématique qui arrive beaucoup. Fait qu'on va parler beaucoup des agressions à caractère sexuel pendant ce podcast-là. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une agression à caractère sexuel? Une agression à caractère sexuel, c'est quand une personne dépasse les limites physiques, psychologiques et morales qu'elle a envers une autre personne par des gestes sexuels. Comme par exemple, la regarder d'une manière inappropriée, la toucher d'une manière inappropriée et de faire des paroles déplacées. Comme Rosalie a dit, c'est comme les regards, les gestes, les attouchements, les commentaires aussi. Les commentaires, non? Oui. Les commentaires. Alors, c'est... Ouais.
Oui, ben c'est ça, hein, c'est des gestes, des paroles, ça peut être des blagues, ça peut être des touchés, ça peut être beaucoup de choses à connotation sexuelle sans le consentement de l'autre personne. Donc, comme vous l'avez bien dit, là, on dépasse la limite de l'autre, on n'écoute pas nécessairement ses besoins, ses limites, puis c'est là qu'il y a une agression sexuelle ou à caractère sexuel qui va être commise. Ouais. Mais c'est pas nécessairement juste genre quand il y a de la pénétration et tout comme ça, là. Il y a plusieurs types et souvent, c'est ceux que on connaît le moins. Le type d'agression à caractère sexuel le plus connu, notamment, c'est sans doute le viol, qui est une agression à caractère... C'est une agression à caractère sexuel qui est commise avec pénétration dans la victime. Ouais. Il existe aussi plusieurs types, comme le voyeurisme, quand on regarde une personne d'une manière sexuelle, alors qu'on est... Pardon. Oui, mais dans son intimité, sans son consentement, dans le fond, là, c'est d'espionner quelqu'un qui change, par exemple, ou de regarder quelqu'un sans que la personne le sache. Exactement. Ouais. Et il y a aussi l'exhibitionnisme, quand on montre des parties intimes à une personne qui n'a pas demandé de les voir. Il existe aussi... L'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle, c'est quand on utilise quelqu'un pour en tirer des biens. Fait que ça peut être des choses comme des exemples comme la prostitution. Fait que dans ce cas-ci, l'avantage qu'on a, c'est l'argent. Mais en gros, c'est forcer quelqu'un à vendre son corps ou utiliser le corps pour en profiter sans consentement. Quand on parle d'exploitation sexuelle, c'est vraiment d'utiliser la sexualité de quelqu'un pour en faire des profits. Donc, sans son consentement. Ouais. Il y a aussi l'inceste, la personne qui est violée ou qui subit une agression, un lien parental ou un lien de confiance avec le violeur. Oui, donc quand c'est dans la même famille, il ne peut pas avoir de relation sexuelle consentante. Le consentement n'est pas considéré comme valide. Exactement. Oui, c'est de l'inceste. Un que j'ai appris lors de la formation, parce que quand tu rentres au GAP à IPP, on a toujours une formation pour avoir genre la base de la matière. Moi, je savais pas que les mariages forcés, c'était... Forcé, c'est ça? Oui. Moi, je savais pas que les mariages forcés, c'était genre un type ou genre, mettons, une branche de les agressions sexuelles. Ben, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens que le mariage forcé soit reconnu comme un type d'agression à caractère sexuel, notamment par le fait que c'est forcé. Premièrement, c'est forcé. Mais souvent, comme on peut le voir dans plusieurs cas, c'est beaucoup la femme qui n'est pas consentante de vouloir se marier avec une personne dans plusieurs endroits, que ce soit ici ou ailleurs. Ça arrive que ce soit une femme qui soit mariée à un homme parfois plus vieux pour des intérêts familiaux ou quoi que ce soit. Donc, le fait que la femme soit mariée avec une personne qu'elle n'a pas choisie, premièrement, est une violation de son bien-être personnel puis de son droit de faire des décisions pour elle-même. Et aussi le fait qu'un mariage, je trouve qu'un mariage traditionnel, ça implique avoir des enfants, avoir des relations à caractère sexuel. Ouais. Et le fait de le faire avec quelqu'un que tu n'as pas consenti d'avoir dans ta vie, je trouve que c'est là où, selon moi, les mariages forcés font du sens d'être vus comme une agression à caractère sexuel. Oui, clairement, là, tu l'as bien expliqué. Puis, tu sais, sinon, le harcèlement sexuel, comment qu'on peut expliquer ça? Le harcèlement sexuel, c'est le catcalling. Répétitif. Oui, il peut y avoir du catcalling. Donc, le harcèlement sexuel, ça va être des gestes, des paroles à connotation sexuelle sans le consentement de l'autre personne. Donc, ça peut être du catcalling, par exemple. Comment qu'on dirait ça en français, catcalling? J'allais Google. Ben, catcalling, c'est des commentaires sur l'apparence de la personne, hein? Fait que quand une personne passe, ben, faire un commentaire sur son physique. Siffler, faire des bruits. Donc ça pourrait être considéré, ben, c'est considéré en fait comme du harcèlement sexuel. C'est quoi le cyberharcèlement? Ouais. Ben, le cyberharcèlement, c'est l'harcèlement, mais qui se fait en ligne. Alors, ça peut être sous forme de sexto. Alors, des messages... qu'une personne ne voudrait pas recevoir, mais quelqu'un continue à pousser à envoyer. Ou ça peut être envoyer, forcer quelqu'un à envoyer des images ou continuellement, c'est un mot, continuellement envoyer des photos intimes à quelqu'un quand ils n'ont jamais demandé. Ça peut être aussi l'intimidation
et en gros, tout ce qui se passe en ligne qui force quelqu'un à... Qui met quelqu'un dans une position de faiblesse, comme par exemple aussi un phénomène vraiment connu récemment, c'est le revenge porn. Comme utiliser les photos d'une personne qu'une personne vous envoie dans son intimité parce qu'elle vous fait confiance pour je sais pas, pardon. Ouais. Ben oui, mais pour se venger ou pour faire du mal à la personne, tu sais, le cyberharcèlement, c'est ça. Dans le fond, là, le cyberharcèlement sexuel, c'est un peu comme le harcèlement sexuel, mais c'est tout ce qu'on va retrouver en ligne. Donc, les photos, les textos à connotation sexuelle qui sont pas vraiment désirés par l'autre personne. Aussi, le fait que même si les deux personnes sont d'accord avec l'échange de photos, si par exemple vous n'avez pas encore 18 ans, c'est la pornographie juvénile. Oui, oui. La pornographie juvénile, ben on va en parler dans un autre épisode, hein? Oui. Ouais. Oui. Donc, on va garder ça pour une autre fois. Sinon, quoi d'autre? Mais on a fait le tour, non? On pourrait aussi penser aux agressions par intoxication. Oui. Donc, quand la personne est intoxiquée à son insu, ça peut être par la drogue du viol, le GHB. On trouve souvent plus ces situations-là dans des bars, là, mais dans le fond, la personne va être intoxiquée, puis ensuite de ça, l'agresseur va profiter de l'état de la personne pour commettre une agression sexuelle. Donc, il y a ça. Il y a le frotteurisme aussi, qu'on n'a pas nommé. Le quoi? Comme par exemple... C'est quoi? C'est quand tu te frottes, genre, à quelqu'un dans un bus ou un métro. Tu sais, genre, quand tu te colles. Moi, je savais pas ça. On apprend des choses aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses sur les GapChat. Ouais, le frotteurisme, c'est un truc que, genre, j'ai vu, c'était vraiment plus populaire, genre, je sais pas, récemment, j'ai lu un livre. Et c'est un livre dans lequel ça parle de différentes perspectives des femmes à travers le monde. Et des difficultés qu'elles peuvent engendrer juste pour le fait qu'elles sont des femmes. Si ma mémoire est bonne, elle parle de comment il y a un monsieur qui s'est rapproché d'elle un peu d'une manière bizarre dans le bus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand elle a raconté à sa famille, ils l'ont dit « Ouais, c'est toi qui l'as demandé, c'est toi qui l'as... Tu t'es habillée en jupe, qu'est-ce qui t'attendait et tout. » Donc, ça l'a un peu traumatisée, puis elle était rendue à marcher chaque jour, genre 15 minutes de plus. Ouais, ben, c'est un bel exemple aussi de beaucoup des mythes et préjugés qu'on peut entendre dans la société par rapport aux agressions sexuelles. Hein? C'est ça. En avez-vous en tête? Ben, il y a, premièrement, le plus évident, c'est la victime l'a demandé. Les habits. Oui, les habits. Ouais. Oui, demandé par ses habits parce que, selon les gens, c'est trop dénudé comme accoutrement. Et à part ça... Ben moi, ça pourrait excuser le fait qu'il y ait eu une agression? Non, jamais. Non, OK. Jamais. Comme par exemple, on pourrait aussi citer le fait que plusieurs personnes disent que l'agression ne compte pas si l'agresseur est en état d'ivresse ou intoxiqué, alors que non, il a quand même fait son geste. Ouais. Comment ça fonctionne dans ce temps-là, savez-vous? Quand l'agresseur était intoxiqué par l'alcool ou la drogue? Non. Peu importe ce qu'on consomme, peu importe ce qu'on boit ou peu importe, là, on est responsable de nos gestes. Fait que ce que ça veut dire, c'est que la personne qui agresse, même si elle était vraiment saoule, ben elle est responsable de ses gestes. Et en plus, si c'est elle qui agresse, ça veut dire qu'elle avait planifié son coup un peu en quelque sorte, parce que il y a toujours une personne qui sera plus ivre que l'autre. Et c'est la personne la moins ivre qui est le plus apte à dicter comment la situation pourrait se passer et à dicter les actions qui auraient pu se passer durant la situation. Donc, le fait s'il y a une agression sans le consentement de la personne qui est la plus ivre, ça montre que la première personne qui est moins ivre avait des intentions négatives parce qu'elle aurait pu peut-être juste coucher la personne dans son lit et la rapporter chez elle au lieu de faire un acte. Moi, il y en a un que je pense, mais je sais pas si vous allez le considérer. Mais en gros, ça serait que les agressions faites envers les hommes sont moins importantes que celles faites envers les femmes. Parce que la plupart du temps, quand un homme se fait agresser ou subit des choses comme ça, ils se sentent comme si il n'y avait pas le droit de se sentir mal parce que, c'est un homme qui se fait... Genre, t'es un homme, il y a comme toute l'affaire avec la toxic masculinity, avec toutes les choses qu'un homme ne devrait pas se faire laisser faire par une femme ou whatever, genre. Mais aussi, il y a le fait que des fois, on les croit moins
parce qu'il y a le genre l'affaire de OK, mais toi, t'es un homme. Genre, ça peut pas arriver à toi. Ouais, on leur impose comme un rôle. Ouais. On leur impose un rôle, puis peut-être que ça fait en sorte que c'est plus difficile pour eux d'en parler quand ils le vivent. Mais c'est un mythe parce que les hommes sont autant... Les agressions faites envers les hommes sont autant importantes que celles faites envers les femmes. Ouais. Alors, si t'es un homme, tu devrais être confortable en temps et lieu d'en parler. Et ta situation est également valide que celle d'une femme. Ouais. Alors, ça serait important de le dire, de le mentionner, que... Oui, dans le fond, les gars ont droit à autant d'aide que les femmes qui vivent des agressions à caractère sexuel, clairement. Oui, c'est autant important. Elle pourrait se refermer sur elle-même parce qu'elle va croire que c'est à cause des mythes et des préjugés, que c'est à cause d'elle-même, que c'est elle qui a comme demandé l'agression, alors que c'est complètement le contraire et c'est l'agresseur qui est dans le faux. Oui. Oui. Donc, elle pourrait aussi se réfirmer sur elle-même. Il y a beaucoup de conséquences possibles. En connaissez-vous d'autres? Oui. Mais moi, je dis que le fait qu'elle ait subi une agression à caractère sexuel pourrait aussi détruire sa vie sociale en tant que victime. Comme par exemple, pas sa vie sociale, mais comme ça pourrait détruire la manière dont elle est vue par la société. Comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas accuser l'agresseur sans preuve de l'agression. Comme par exemple, si une personne vient te dire que « Ouais, je me suis fait agresser par personne X », ils vont dire « Ouais, mais X, c'est pas une personne comme ça. » Et beaucoup de gens... invalider. Oui, beaucoup de gens pensent que les gens mentent sur les agressions à caractère sexuel, alors que si on regarde en pourcentage, il y a, dans les 100% des agressions à caractère sexuel, il y a 5% qui sont dénoncés à la police. Et dans les 5% de ceux qui sont dénoncés à la police, c'est ceux qui sont fous. Non, en fait, dans les 5% de ceux qui sont déclarés à la police, il y a un 5% de ce 5%-là qui sont des fausses accusations. Fait qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Puis on pense qu'il y en a beaucoup parce que c'est les situations qui sont full médiatisées, qu'on entend parler le plus. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Les gens ont tendance à croire que sûrement que c'est encore une fausse accusation d'agression à caractère sexuel, parce que les médias sont plus habitués de montrer qu'est-ce qui est faux, contrairement à montrer aussi les agressions qui sont vraiment vraiment valides et vraiment dénoncées à la police. Ouais. Aussi, c'est tellement difficile de prouver que tu as été victime d'agression sexuelle que je crois que quand c'est faux, c'est facile à déduire que c'est vraiment faux. Oui, exactement. On n'a pas parlé des conséquences mentales, psychologiques que la victime pourrait sentir, comme le stress, l'anxiété, la dépression, mais aussi la tristesse, une certaine culpabilité, parce que dans sa tête, c'est sa faute que tout ça s'est passé. Comme, vu à cause de la société, les choses comme comment elle s'est habillée, des choses comme ça, elle pourrait penser que c'est à cause de ça qu'elle s'est fait, qu'elle a vécu les choses qu'elle a vécues. C'est important d'écouter la personne pour qu'elle se sente un peu plus en sécurité, parce que c'est un moment vraiment traumatique dans la vie d'une personne. Donc le fait de se sentir écoutée et entendue, ça peut la faire du bien. Et aussi la croire. Et pas la juger. Tellement important. Ça. Pas la juger, la croire et écouter d'une manière neutre. Ouverte, exactement. Pas neutre. Écouter d'une manière ouverte pour être capable de voir chacun des angles de la situation et de la perspective de la victime. Ouais. Et aussi, il est aussi important d'essayer de... Si la victime ne veut pas directement demander de l'aide à des autorités... Respecter son choix. Respecter son choix, mais quand même essayer de l'inciter à le faire, parce que c'est ça la meilleure chose pour elle. Ouais, donc respecter le rythme de la personne, ça lui appartient. Hein, si une personne veut porter plainte à la police ou pas. C'est certain, quand on parle de des personnes dans votre entourage à vous, par exemple, qui sont moins de 18 ans, une des choses qui est super importante à faire, c'est d'aller en parler ou d'encourager la personne à en parler à une personne adulte, de confiance, qui va pouvoir s'occuper de la situation. Sinon, c'est sûr que le Calax, on est là pour ça. Moi, j'ai une petite question, real quick. Mettons, si t'es actually là quand l'agression arrive, tu sais pas si la victime veut que t'en parles, mais tu le vois et tu veux les dénoncer. Est-ce que est-ce que ça serait correct? Oui, t'as le droit, parce que sinon, je trouve que, premièrement, basé sur la logique, tu devrais le faire, parce que sinon, en justice, tu pourrais être vu comme, comment on dit?
Comment on dit acolyte? Quelqu'un qui détient l'information sans la partager. Ouais, genre quelqu'un... J'ai oublié... Ben, non, tu je sais, l'avais dans ma tête, le mot. Complice. Un complice. Ouais. Ouais. C'est important de le dire parce que sinon tu peux être vu comme un complice si la victime décide de rapporter en justice. Mais Ben, c'est certain aussi que moi je pense que dans cette situation-là, il faut comme s'arrimer avec la victime. Donc, tu sais, si c'est quelqu'un que tu connais, si c'est quelqu'un qui veut porter plainte aussi. Et puis, en fait, le fait que la personne, je dis tu là, parce que dans la situation c'est toi là, mais le fait que tu as été témoin permet qu'il y ait un autre témoin à la situation. Fait que je pense que c'est vraiment du cas par cas là, mais c'est certain que tu sais si vous êtes ben, je pense que pour n'importe qui, là, si on est témoin d'une agression sexuelle, il faut dénoncer. Là. Je me rappelle qu'il y avait quelque chose sur tu peux pas prendre une douche, tu dois aller voir comme... Ah, pour passer une trousse médico-légale? Ouais. Ah, ben la trousse médico-légale, c'est sûr que c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut faire 5 jours après avoir vécu une agression à caractère sexuel. C'est recommandé de pas avoir pris une douche avant d'y aller pour que les médecins puissent récupérer tout l'ADN, là, donc les cheveux ou peu importe, là, sur le corps, sur les vêtements de la personne. Donc, ça, c'est la trousse médico-légale. Puis ça permet d'avoir des preuves. Puis ça force pas la personne qui passe la trousse à aller porter plainte non plus. Donc, on peut passer une trousse puis se garder en tête, tu sais, est-ce que je veux porter plainte ou pas? I don't know. La personne a 14 jours après la trousse là, pour prendre sa décision puis utiliser ces infos-là. Ben, écoute, moi, je suis comme j'ai dit, je fais partie du GAP depuis l'année passée et j'ai quand même appris des nouvelles choses en faisant ça. Alors, j'espère vraiment que le public et... C'est quoi le mot? Les gens qui écoutent? Les auditeurs. Les auditeurs. J'espère vraiment que vous, les auditeurs, vous avez appris des choses parce que moi, j'en ai surtout appris, là. Ben, on tient à remercier l'école Louis-Philippe Paré aussi pour la collaboration du projet. Merci beaucoup. We love you. Et Merci, oui, Louis-Philippe la Paré. table jeunesse de Châteauguay, donc qui est notre financement pour ce super Merci beau pour l'argent. projet. Merci. Donc, Nos autres épisodes sont disponibles sur notre Spotify ainsi que notre compte Instagram. Et aussi, sur notre Instagram, il y a un lien, il y a un document, comment ça s'appelle? Un form? Un forms. Ouais. Il y a un document forms dans lequel vous pouvez poser les questions que vous avez sur les problématiques des agressions à caractère sexuel et nous y répondrons sur un épisode de notre podcast. Parfait. fait que merci de nous avoir écoutés. Merci. En espérant qu'on va vous retrouver sur le prochain épisode. Yeah.